Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Un réseau de faussaires passé maître dans la fabrication des fausses cartes d'identité ont été donc... Ce réseau-là a été mis sous l'éteignoir. 7 personnes à ce jour ont été arrêtées. La suite, nous en parlons dans un instant. Le second point sera donc sur les fake news. Au cœur donc de ce sujet, nous aurons la rencontre des agences africaines au Maroc avec les points, du moins l'allocution donnée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et ensuite, en seconde partie, nous irons au Gabon où l'élection présidentielle a été fixée au 12 avril prochain. Sera-t-il candidat? Le général de brigade Olingi sera-t-il candidat? Nous en parlons également. Et pour terminer, nous aurons donc la saison 2 du Talk de la mobilité pour la promotion de la sécurité routière avec Emeline Djadja. Voilà donc l'agenda de ce jour. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Bienvenue à ce Grand Talk. Vendredi 24, c'est la dernière émission de la semaine, en espérant que vous êtes partout, vous êtes en tout cas en excellente santé. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Aïcha Crépi, heureuse de vous retrouver. Merci beaucoup, bonsoir Christelle, bonsoir messieurs, bonsoir chez vous. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Et le jaune et noir te va très bien. Marius Komoé, bonsoir. Restons toujours sur le gazon vert. Oui, toujours. Nous restons sereins face à... Restons sereins. En tout cas, bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup et merci d'être avec nous. Alors, des perquisitions menées au domicile des suspects ont permis de saisir, tenez-vous bien, 1146 extraits de naissance originaux, 503 photocopies d'extraits de naissance, 134 certificats de nationalité originaux, 872 photocopies de CNI, ainsi que d'autres documents administratifs falsifiés, tels que des casiers judiciaires et des récépissés d'identité. Voilà donc le marché qu'ont eu à voir les enquêteurs de police au domicile des suspects arrêtés. Aïcha Crépi, quand vous entendez ces chiffres, réaction. Faut-il s'inquiéter de la nationalité ivoirienne qui pourrait être bradée justement? Tout à fait. Malheureusement, les faits ne sont pas nouveaux. Et il se pourrait que ça continue d'ailleurs. Pendant que nous sommes en train de parler, c'est des réseaux qui existent. Donc c'est assez inquiétant. Bravo quand même aux autorités, à la police ivoirienne pour son travail. Je pense que ces vastes réseaux, en fait, le mot qui m'interpelle, c'est vraiment réseau. Et aussi organisation bien rodée, en fait. Ça m'interpelle sur 3 questions. Combien de faux documents existent? À combien de personnes ils ont été donnés? Et est-ce que d'autres réseaux existent? Depuis combien de temps ça existe, etc. Donc, je me pose des questions sur les raisons. Parce qu'il faut aller vers les causes, évidemment. Est-ce que c'est dû à la lenteur administrative qui entrave l'urgence de certaines entreprises, certaines démarches? Est-ce que c'est pour frauder la nationalité, donc pour obtenir justement des papiers en règle dans le pays où on est? Est-ce que c'est à des fins peut-être d'échéance électorale, donc de perturber nos élections à venir? Voilà, donc ça, c'est des questions auxquelles je pense qu'il faut répondre. Je pense aussi, et j'aimerais interpeller aussi nos concitoyens, nos parents, mais pas que, sur le fait que c'est vrai que nous sommes africains, mais nous sommes solidaires, c'est vrai, mais il est urgent en fait que les citoyens comprennent qu'une pièce d'identité, c'est personnel, on ne la partage pas, et quand bien même un membre de sa famille en ait besoin, ça facilite en fait le réseautage. Vous pensez qu'il y a certains qui donnent J'en suis pas sûre, j'en suis pas, enfin à penser, j'en suis absolument sûre et je l'ai vu de mes yeux. J'ai entendu ces histoires-là, je les ai vues de mes yeux. Et pas seulement en Côte d'Ivoire. Oui, ça existe depuis la nuit des temps, malheureusement, ça existera après nous aussi, mais il faut qu'on prenne conscience individuellement. Oui, ça c'est factuel. Dernier point, on constate que parmi les pièces, beaucoup de pièces sont des pièces pour créer des pièces d'identité. Peut-être qu'il faudrait aussi... je pense à l'extrait de naissance, par exemple. Donc peut-être qu'il faudrait aussi accentuer la sécurité sur ces pièces-là aussi, malheureusement. Et puis renforcer la sécurité, de toute façon, on n'aura pas le choix. Et dernière chose, les sanctions doivent être disciplinaires, absolument. Très bien. Herman, commentaire justement. Mais déjà, regardons avec vous, Herman, la capacité d'avoir 1146 extraits originaux, justement, chez ces gens-là. Comment est-ce qu'ils ont pu obtenir ces originaux, selon vous? Si je me dis certainement qu'ils ont peut-être des liens dans des services d'état civil.
Parce que les extraits, les originaux, je ne crois pas que ce soit les personnes, les individus à qui ça appartient. Qui soient venus leur offrir. Soient venus leur offrir. Donc, certainement, il faut voir les services d'état civil. Mais moi, je pense que la question de la lutte contre la fraude sur les documents administratifs, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a d'abord des enjeux économiques. Vous savez bien que cela, si les documents ne sont pas fiables et autres, ça peut freiner l'investissement. Il y a aussi la question du blanchiment d'argent, donc la question de la criminalité même aussi. La sécurité également. La sécurité aussi de ces documents. Donc il y a la lutte contre le terrorisme. On a parlé, pour ajouter ça au blanchiment d'argent, il y a les enjeux institutionnels, la crédibilité même de l'État. C'est-à-dire que quand on regarde ça, ça veut dire que l'État n'arrive pas à assurer ou bien à permettre à ce que des documents aussi précieux soient fiables. Aujourd'hui, vous savez bien combien on a pu choper des gens qui ont fraudé la nationalité ivoirienne. Donc, à quelle fin? Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une question d'interprétation des chiffres des Ivoiriens qui utilisent nos documents, des personnes individus qui utilisent des documents administratifs, notamment les passeports, pour arriver pour faire la traversée de la Méditerranée. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Aussi, il y a la question de la modernisation de l'administration. Pourquoi est-ce qu'on est encore à l'étape précaire de gestion de l'état civil? Voilà, aujourd'hui, je vois qu'il y a certaines mairies qui font des efforts. Quand vous partez, pour digitaliser leurs services. Digitaliser leurs services. Il faut qu'on arrive à cela. Dans les sous-préfectures, dans les gendarmeries, dans les commissariats, il faut que tous les documents, ça soit de façon numérique. Si on cherche un document, il ne faudrait pas qu'on ait à régler les paperasses. Imaginez-vous ce qu'on a vu, par exemple, à Bétier, l'incendie qu'il y a eu. De la gendarmerie. Si tout n'est pas numérisé, j'espère que ça a été, c'est toute la documentation de toute une région qui va se perdre. Donc, il faudrait que l'État regarde ce côté-là. Voilà. Moi, je pense, ouais. Daouda, et vous, selon vous, Herman a donné quelques enjeux, mais sous quel postulat, justement, vous abordez cette question-là, Daouda? Déjà, il est important de dire que cet événement, le fait que la police nationale de Côte d'Ivoire a pu appréhender ces personnes-là, non même pas l'air particulier, mais des gens particuliers carrément, ça dénote d'une avancée notable dans la lutte contre la fraude documentaire en Côte d'Ivoire. Et deuxièmement, le démantèlement de ce réseau met en lumière l'ampleur de la falsification des documents administratifs et surtout l'effort qui est consenti par le pouvoir public pour y faire face. Quand je dis cela, il est important de dire une chose. La falsification des documents administratifs, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la Côte d'Ivoire. C'est récurrent dans pratiquement tous les pays du monde entier. Que ce soit en France, on voit des gens qui font la traversée, qui sont obligés de prendre des papiers de d'autres personnes pour aller travailler au noir, tout et tout. C'est vraiment... Pour déchirer leurs propres papiers. Voilà, justement. Tout ça, ça arrive. Et donc, le postulat sur lequel je le prends, je vais d'abord donner les causes. L'une des premières causes, c'est que c'est le manque de contrôle rigoureux. C'est-à-dire? Tout à l'heure, tu as posé la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour avoir plus de 146 documents originaux, extraits de naissance. Ça veut dire que, sûrement, dans un premier temps, à l'état civil, il y a certains, qu'on appelle ça, acteurs qui sont là-bas, qui ne sont pas rigoureux dans le contrôle. C'est-à-dire? Est-ce qu'on ne peut pas l'extirper de tous les dossiers au niveau de l'état civil? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut le dire clairement, ayons le courage de le dire. Souvent, dans certains de nos campements, de nos champs de cacao et de café, certains de nos parents eux-mêmes donnent leur extrait de naissance. Aïcha en parlait tout à l'heure. Voilà, oui. à des personnes non ivoiriennes. Pourquoi, justement? Non, parce que oui, bon, j'aime bien mon manœuvre, je l'admire bien, sa femme vient d'accoucher, l'enfant est sans papier, donc je donne l'extrait de ma femme, ou je donne mon extrait pour que l'enfant porte mon nom. Mais est-ce que nos parents qui sont dans les campements pensent au fait que quand l'enfant porte ce nom, mais le père, il a gardé l'extrait de naissance ou bien la photocopie de l'extrait de naissance. Donc, quel que soit le nombre d'enfants qu'il fera, tous ces enfants-là seront ivoiriens à cause du seul extrait. Ça, c'est la rigueur dont je parlais. La deuxième raison, c'est la corruption dans notre administration.
Parce que 1146 extraits de naissance, ça veut dire que des gens se sont sûrement laissés soudoyer pour avoir ces extraits-là. Il n'y a pas que ça. 503 photocopies encore et 134 extraits de nationalités originaux, Daouda. Voilà. Non, mais effectivement, tout est bon. Parce qu'en réalité, c'est du vrai faux qui est fait en fait en la matière. Donc ils ont dû extirper cela par voie de corruption. Par voie de corruption. Ce que vous dites. Maintenant, l'autre chose que Aïcha a soulevé et qui est un point qu'il faut pouvoir prendre en compte, c'est les demandes croissantes de naturalisation. C'est le lieu aussi d'attirer notre pouvoir public. Si les gens demandent la nationalité, soit on la leur accorde, soit on dit on ne t'accorde pas la nationalité. Mais le processus est tellement long. Disons-le clairement, moi je connais plein d'amis en Côte d'Ivoire qui vivent ici depuis 20 ans, 30 ans, qui cherchent à être naturalisés, ils n'y arrivent pas. Donc, quand quelqu'un a des biens dans le pays, arrivé à un certain moment, il se sent obligé de frauder. Est-ce que c'est une raison, Daouda? C'est l'une des raisons. Et la raison même, je pense, pour ma part, c'est une raison très importante. Il faut regarder cela. Et la dernière chose, pour revenir, c'est que c'est la digitalisation incomplète et surtout pas connectée. Parce qu'il ne suffit pas seulement de digitaliser, mais il faut faire en sorte que D'être connecté. il faut interconnecter tout ce qui est mairie, tout ce qui est préfecture, tout ce qui est sous-préfecture, tout ce qui est gendarmerie, de sorte que je sois à Bétier, à Béléban, que ce soit à Daloa, à Rouagayo, à Lépé, à Adzopé, n'importe où, à Kradjo, il faut qu'on soit capable, sincèrement, de dire Aïcha est née ici, à telle date, à telle heure, de X ou de Y. Ça, c'est la première chose. Et la conséquence, c'est que la falsification, en fait, c'est une question de sécurité nationale. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous faisons face à la montée en puissance de cette guerre asymétrique qui est le terrorisme. Deuxième chose, c'est la perte de confiance dont il parlait. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que l'une des conséquences, les autres pays vont commencer à douter de nos pièces administratives. Oui, c'est très important. La crédibilité, et du en coup, fait. ça a un impact économique très important. La solution, il faut une digitalisation complète. Une sanction sévère. Ceux-là, franchement, je ne pense pas qu'il faut leur donner 20 ans. Ils doivent être condamnés à perpétuité. Parce que ce sont des dangers pour la société. Il y a forcément un texte de loi qui régit cela. En tout cas, il faut que ça aille loin. Et la troisième chose, il faut pousser nos parents à... Il faut sensibiliser nos parents qui sont dans les campements. La nationalité, aujourd'hui on se bat. Non, les étrangers nous ont pris ça, les Libanais nous ont fait ça, les Ghanéens nous ont fait ça, les Burkinabés nous ont fait ça. Mais vous êtes à la base parce que vous bradez votre nationalité. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi je connais des pays où, quand tu es ivoirien, tu ne peux pas être chef d'entreprise. Tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Là, c'est un autre débat que vous ouvrez. Oui, mais pour dire que là-bas, la loi est tellement stricte et les citoyens du pays, ils tiennent tellement... nationaux. Voilà, priorité nationale. Ils y tiennent tellement que finalement, tout le monde est droit. Mais nous aussi, soyons droits. Soyons durs avec notre nationalité. N'ayons pas honte. Alors, la fraude sur la nationalité est différente, bien différente de tout ce qui serait donc loi pour investir ou code d'investissement, Daouda. En fait, c'est juste, oui, en fait, pour que je sois plus précis, pour ne pas que mes propos soient sortis de leur contexte, ce que je veux dire, quand je parle de... Il y a certains pays où le non-national ne peut pas être chef d'entreprise, c'est pour dire qu'ils respectent les lois qu'ils se sont données. C'est pour amener les Ivoiriens à dire simplement respectez votre nationalité. En fait, on peut tout vous arracher, mais ça, on ne doit pas pouvoir te l'arracher. Très bien, Daouda. Et pour terminer, la dernière chose, ça, c'est un plaidoyer, c'est un vœu pieux à l'endroit du pouvoir public. Il faut créer clairement une unité spéciale de lutte contre la falsification des documents administratifs. J'en ai fini et j'ai plaidé. Merci Daouda. Alors, Marius, il faut rappeler que tout ceci, cette découverte de faux documents, a commencé par un petit contrôle de routine. C'était pendant en décembre, lors de l'opération Épervier sur nos routes, où le sieur, on va donner ses initiales, CB, s'est présenté, sa moto a été retirée en fait par les forces de l'ordre. Donc il s'est présenté pour retirer sa moto et au vu de la pièce d'identité qui semblait douteuse, paf, c'est de là que tout est parti. Donc, il faut déjà saluer les forces de l'ordre qui, dans ce contrôle de routine-là, ont pu, in fine, démanteler ce réseau-là. Et puis, on revient maintenant sur les incidences. Les incidents, justement, de cette fuite de nos documents, Marius Comoé. Il faut dire que c'est catastrophique pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui s'est donné les moyens de sécuriser ses documents administratifs. Ouais.
moi, je peux vous assurer que nous avons contribué à la rédaction des textes qui ont quand même mis en œuvre l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Vous avez entendu parler de e-gouv, et à un moment donné, on parlait d'un étudiant, un ordinateur. Oui, tout mais à fait. tout ça est piloté par l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, qui aujourd'hui met à la disposition des opérateurs du secteur de la téléphonie et de l'Internet le backbone construit avec l'argent du contribuable ivoirien. Et donc, l'Internet que vous appelez La digitalisation. le haut débit, Ok. aujourd'hui commercialisé aux opérateurs économiques, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ANSUT. Et c'est à l'ANSUT de faire en sorte que notre administration soit digitalisée. C'est l'un des rôles principaux de l'ANSUT. Alors, que s'est-il passé pour que, une opération qui avait bien démarré avec la digitalisation de notre administration à un moment donné, eh bien, connaît un ralentissement ou même a fini finalement de ne plus exister. On entend la À ne question plus de vous, exister. comme vous étiez à la rédaction des textes. Qu'est-ce qui Oui, s'est mais passé? j'ai même été membre du conseil d'administration de l'ANSUT à un moment donné de mon existence. Et donc, durant les premières années de notre chantier, de nos chantiers, nous avons veillé justement à ce que l'administration aille dans le sens de la digitalisation de ces documents administratifs. Comment pouvez-vous concevoir qu'aujourd'hui, un simple diplôme en Côte d'Ivoire constitue une préoccupation pour les entreprises? Les diplômes ivoiriens aujourd'hui ne sont plus garantis parce qu'il y a plus de faux documents. On m'a dit certains. Oui, mais certains, Essayons de mais biaiser. même l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la fonction publique, a décelé, a découvert de faux diplômes. certains, Des ouais. fonctionnaires même ont été retirés du système, donc sanctionnés. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Mais au-delà des diplômes, il y a aussi les casiers judiciaires. C'est cela. Mais même un passeport. Aujourd'hui, vous entendez que des Ivoiriens prennent la voie de Lampedusa en passant par la Libye et autres avec des passeports ivoiriens. On nous dit que plus d'étrangers de l'Afrique de l'Ouest arrivent. Des Ivoiriens qui prennent le passeport ivoirien? Peut-être Non, qu'ils se non, trompent, des voilà, étrangers voilà, qui voilà. prennent des passeports ivoiriens et qui arrivent au bord donc, des États européens et qui se déclarent ivoiriens. C'est cela. Mais quand on fouille bien, ce ne sont pas des Ivoiriens. Et ça, l'État lui-même, à travers le ministère en charge des Ivoiriens de l'étranger, l'a démontré. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû à la fraude. Non, il faut forcément que l'État se donne les moyens. Daouda l'a dit, Élysée l'a soutenu. Herman. Mais il faut bien que nous digitalisions justement nos documents administratifs. On ne peut plus travailler dans les états civils, dans nos mairies, dans nos sous-préfectures, comme à l'état de Mathusalem. Avec un registre. Non, avec un registre où on enregistre de façon mécanique, de façon archaïque, eh bien, toutes les demandes de documents administratifs tels que les extraits de naissance, les demandes de mariage et tout ça. Il faut aujourd'hui digitaliser et en plus, il faut les interconnecter. C'est en cela que l'ANSUT doit jouer un rôle. Donc, pour nous, nous pensons que ce type de fraude, malheureusement, de plus en plus fréquent dans nos pays en Afrique, devrait en principe constituer une préoccupation. Et nous en sommes d'ailleurs heureux de savoir que cela constitue une préoccupation majeure de nos dirigeants. Et quand vous voyez qu'aujourd'hui des grands dirigeants, des responsables de notre administration occupent des postes stratégiques avec de faux diplômes, il y a lieu de s'inquiéter pour l'avenir de notre Côte d'Ivoire. Des parents qui encouragent les enfants à tricher lorsqu'on sait que l'enfant n'a pas le niveau, on se donne les moyens de lui attribuer des diplômes ou même aller voir un imprimeur qui établit un faux diplôme pour un enfant. Ça aussi, ça existe. Il faut le dénoncer. Et donc, ces gens-là qui, naturellement, ont créé... On termine, Marius. Oui, ces gens qui ont créé, justement, ces petites unités de fabrication de faux diplômes au point de détenir 1000 et quelques extraits date de naissance, faux, non, pardon, originaux, qu'ils copient, mais il s'agit de noms de personnes qu'ils prennent pour faire d'autres nouveaux extraits de date de naissance à des personnes à qui ils vendent justement cela. Donc, c'est un moyen pour eux de gagner beaucoup d'argent, comme on en voit dans la drogue, comme on en voit, et c'est un fléau qu'il faut combattre par tous les moyens. Merci beaucoup, Marius. Herman, on termine. Petit point. Bon, un petit point, rapidement. C'était pour compléter ce que Daouda a dit sur la question de la fraude. Vous savez que la digitalisation, ça règle beaucoup de problèmes. Quand vous prenez, par exemple, le cas précisé par Daouda et
et Marius sur le fait que dans nos villages, dans nos régions, les personnes, des natifs, eux-mêmes, vendent leurs extraits de naissance. Ils vendent ou ils donnent? Ils vendent. Ils vendent. Ils vendent. Certains vendent. La plupart, ils vendent À des étrangers pour que cela ait des extraits de naissance. Mais c'est réglé par la digitalisation. Parce que si c'était digitalisé, même si on leur vend la copie physique, On aurait trouvé... on sait à qui appartient l'identité qui est digitalisée. Donc c'est vraiment, il faut regarder de près cela. Mais il y a des pays où les non-nationaux, comme il en parlait, ne peuvent pas être chefs d'entreprise, ne peuvent même pas être propriétaires. Il ne faudrait pas avoir honte de Non, il n'y a pas de complexe. Il n'y a pas de complexe. Le Ghana comprend une démocratie qui est aboutie, que tout le monde Mon point, aime. c'est quel est le parallèle avec Oui, le mais le sujet? Parce parallèle- que là, on parle de faux. Oui, mais quand ça nous permet, moi je pense que tous les sujets, il y a quand même toujours des petites ouvertures. On parle de fraude sur la nationalité ivoirienne. Tout à fait. C'est que des étrangers réussissent à avoir des documents administratifs ivoiriens. Pour dire qu'ailleurs, ils peuvent même pas, un Ivoirien ne peut même pas penser à avoir un document administratif ghanéen À faire qui du plus faux. est à faire du faux. Donc il faut pouvoir faire en sorte qu'on digitalise nos... Très bien. Notre Alors, rapidement, on va j'ai faire précisé une ici. suite. Daouda, est-ce qu'on vous a donné la parole Voilà. à la précision? Votre point a été entendu. Vous avez fait une ouverture, hein. Vous avez créé un satellite sur le sujet. Mais je sens que vous en avez besoin. Il fallait qu'on puisse en parler, surtout de ce point de nationalité. Mais on pourra en faire un sujet avec votre permission. Allons du côté, avec Aïcha Crépi, justement, vous. Allons du côté des fake news, très cher. Oui. Alors, le ministre Amadou Koulibaly, lors de la cérémonie d'ouverture, c'était donc au Maroc, il assistait justement à l'Assemblée générale, la 8e de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. C'était au Maroc. Et la FAPA. Et il disait ceci, et je le cite. Les agences de presse doivent être des remparts solides contre la diffusion des fausses informations, en développant des services de fact-checking et en sensibilisant les populations à une utilisation responsable des médias sociaux. Au-delà de l'appel à lancer, n'est-ce pas une urgence? Est-ce qu'on ne va pas décréter l'état d'urgence, justement, pour lutter contre les fake news? Aïcha Crépi. Vu le nombre de sorciers du numérique, je pense qu'il est plus qu'urgent. Je pense que nous sommes dans l'état d'urgence par rapport aux fake news. Il y a un monde, apparemment, à part le monde réel qu'on vit sur Terre, il y a un monde digital qui existe bel et bien. Pour donner une petite définition de ce que c'est une fake news, c'est une fausse information, tout simplement. Sur Internet, un faux article de presse, par exemple, destiné à abuser la confiance du lecteur. Par extension, on parle d'informations fabriquées, biaisées, tronquées, diffusées par un média ou un réseau social, maintenant par les influenceurs parfois, ou par les personnes lambda, vous et moi, dans le but de tromper l'opinion publique. J'aime cette phrase de monsieur Ou d'avoir la Adama primauté d'une Coulibaly. information, peut-être. Par exemple, où là on parle de like, c'est encore plus désolant. Les agences de presse doivent être des remparts solides, j'apprécie cette phrase et je la retiens, contre des fausses informations et développer le fact-checking, effectivement. Je pense que dans nos pays où on a un fléau encore plus récent qui est même de faire des faux documents officiels, c'est-à-dire même les communiqués d'institutions. Maintenant, on en fait du faux, en fait. Ouais. Et ça, c'est très grave. On s'attaque même aux institutions. Et donc, je veux dire, le fact-checking doit être obligatoire dans nos pays où c'est vraiment quoi le un fact-checking, fléau. justement, C'est-à-dire Aïcha? vérifier l'information qui est donnée. Je prends ma caméra, puisque n'importe qui peut le faire maintenant. Je prends ma caméra, je donne une information. Apparemment, la Côte d'Ivoire est endettée de, je ne sais pas moi, 1000 milliards de dollars. OK. Au lieu d'écouter la personne et de juger, de faire des débats là-dessus qui vont durer des heures sur une base de fausses informations peut-être, vérifier l'information. Donc, ça me ramène au journaliste. C'est son rôle en fait. C'est son rôle, c'est sa mission. C'est sa mission, c'est sa responsabilité aux journalistes et aux médias d'avoir une ligne éditoriale qui respecte ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Donc, on se doit de double-checker, de checker autant que faire se peut. Je voulais juste terminer en disant que le vrai journalisme existe encore, j'en suis persuadée, il existera toujours. Et l'éducation aux médias est nécessaire. Moi-même, à chaque fois que je lis un article, systématiquement, c'est un réflexe. Je me renseigne sur si c'est un article politique, par exemple, sur la couleur politique du média. Donc, je sais comment apprécier le papier sur cette base-là. Attention, parce que l'intelligence artificielle va renforcer et faciliter la création d'informations. J'ai fini. Ce qui signifie qu'il va falloir très rapidement, en fait, se saisir des mécanismes de l'AI et parer à cela assez rapidement. Des fausses vidéos, des fausses personnes qui parlent, on en verra partout. Merci Aïcha. Il faut se discipliner par rapport à ça. Non mais c'est un fléau. Herman, au-delà de faire en sorte que les agences de presse puissent faire le fact-checking, il faut
pouvoir aussi assurer l'éducation des populations. Mais, Aïcha essaie de donner des pistes. J'aimerais qu'on Oui, puisse poursuivre. oui, Comment on identifie un document, un communiqué, une vidéo? Daouda, je sais qu'il donne des cours de fact-checking, il va revenir sur la question. Ok, donc mais on moi, je laisse voulais la question donner à ici Daouda, deux cas pratiques. Allons-y. Il y a 2 jours, j'ai fait un post, une publication, parce que je suis tombé sur tout un album attribué au rappeur, enfin, à l'artiste américain de R&B Soul, R. Kelly. Ok. Donc j'ai pris le temps d'écouter tout l'album. Ok. J'étais tellement émerveillé, vous savez, sa situation, il est en prison. Bien sûr. Donc de la prison, il aurait fait un album qui était, j'ai trouvé ça assez pur. Donc, pour m'en vanter, pour inviter les gens à aller écouter le lendemain, j'ai fait une publication, beaucoup relayée. Et finalement, j'ai un ami, heureusement, Dr Diagoné Dodier, que je salue, qui est aux États-Unis. Il m'a dit, Herman, fais attention, c'est carrément un album fake. Ok. Mais Bon. ça a été créé avec l'intelligence artificielle. L'IA, Mais je vous ouais. donne le niveau un peu de comment est-ce que c'est intéressant. En fait, c'était la voix de R. Kelly, La voix c'est de ça? R. Kelly. Ok. Ils ont même mis des images en featuring avec Rihanna, en featuring aussi avec Wow. Kanye West. Donc, ça m'a pris, moi, journaliste, qui devait pouvoir fact-checker tout de suite. Je ne l'ai pas fait. Autre chose. Vous savez, il y a une dame qui se dit influenceuse en Côte d'Ivoire qui a fait une publication dans laquelle elle a mis une fillette de 2 ans avec un monsieur dedans pour dire que ce monsieur-là, il aurait violé et tué cette Oh jeune my fille de God. 2 ans. Il se trouve que le monsieur, il vit au Canada. Au Canada. Sa fille a 11 ans. Ses grandes sœurs même sont venues Oh, wow. faire ça. Mais elle a fait ça juste pour le buzz. Aujourd'hui, il paraît qu'elle a écopé de 3 mois. Je trouve que même la sanction, enfin, le verdict est trop Et le léger. le monsieur il impliqué, n'a il a rien réagi fait, en fait. Il a C'est sa réagi ou fille, pas? effectivement. Non, il a dit, c'est une de ses filles même qui est venue dire non, père, il vit au Canada. Notre grande Oh sœur my a goodness. 11 ans, elle est tranquille. C'est-à-dire qu'elle a fabriqué juste pour avoir des likes. C'est pour vous montrer un peu les dangers. Pour revenir sur ça, il faudrait que les gens apprennent, elle a dit, apprennent à faire du fact-checking. Le fact-checking, c'est quand vous avez une information, même si vous pensez que les sources sont authentiques, il faudrait recouper les informations. Daouda va s'en Et- charger, voilà, le s'en charger. professeur. Ok, Ouais. comme j'ai présenté les 2 cas, il peut y Très aller. bien. Alors, au-delà de chercher la primeur de l'information ou de donner à faire le buzz ou avoir des likes et des partages, Daouda, avec vous, essayons de voir les étapes du fact-checking. Comment s'assurer que l'information que je désire partager est vraie? Bon, je pense que je vais commencer par ça. Ça, avant de donner votre Avant de vous point. donner Oui, mon bien point. sûr. La première des choses, c'est que il faut, la première des choses, quand vous avez une information, il faut la vérifier d'abord. On la vérifie comment? Déjà, quand on a des images ou des vidéos, aujourd'hui, on a un outil qui est tellement puissant qui s'appelle Google. Oui. On peut faire de la recherche inversée par l'image. Oui. Il vous suffit simplement de charger l'image dans Google, mais il y a d'autres applications qui existent. Même comme Google, c'est gratuit. Vous tapez la recherche, Google va vous dire exactement où la photo a été prise, à quelle date a été prise, dans quel contexte a été pris. Ils vous le diront. Deuxième chose, quand vous recevez une coupure de presse, et ça, malheureusement, c'est comme si j'étais en train de parler à mes étudiants en classe. Vas-y. Oh là là, il va L'idée, non, c'est vrai, parce que quand vous faites avez de une l'information, information, Daouda. il y a 5 éléments. Quand c'est du texte, il y a 5 éléments à avoir dans une information. On appelle ça, c'est la règle des 5 W. D'abord, Qui a fait quoi, où, comment et pourquoi. Bien sûr. Souvent, vous pouvez laisser le pourquoi et le comment. Ouais. Mais le lieu et la date, les protagonistes, mais s'ils ne sont pas dans le sujet, ça ne sert à rien. Il faut que ça doit sonner dans votre tête pour dire que là, il y a un problème. Ça, c'est le deuxième facteur. Mais surtout, apprenez à croiser les informations. Herman m'a donné une information. Moi, je n'ai pas l'information. Donc, de facto, je ne vais pas dire que ce que Herman dit, c'est faux. Je prends d'abord sur moi. Chez d'autres sources. Et du coup, je vais aller rechercher d'autres sources. Je vois du contenu sur Internet. Quand je prends, si je peux appeler, c'est pourquoi il faut faire attention à la date, le lieu La et source. les protagonistes. De sorte à ce que vous puissiez vous-même appeler pour vous rassurer que l'information Ce que que vous voulez recevez partager est vrai. Ouais. Et surtout, ayez une éducation. Aïcha l'a dit, Herman l'a dit, aux médias. Ouais. C'est très important. Quand vous avez le matin, que ce soit Fraternité Matin, Patriote, Nouveau Réveil, et puis Notre Voix, ou bien la Voix originale, quand vous achetez, il y a un dénominateur commun dans tous ces journaux. Il y a l'information. Bien sûr. L'information est dans le journal. Maintenant, il y a la coloration du journal qui fait que ça va aller dans un sens à cause de la ligne éditoriale. Bien sûr. Mais une chose est certaine, l'information est là.
Je vous prends un exemple que je donne toujours. Lorsque le pont qui est juste derrière nous a été inauguré, mais j'ai été surpris de voir les titres dans les journaux. Le patriote qui titrait Alassane Ouattara, le grand bâtisseur. Pour ceux qui se rappellent, notre voix en son temps a dit ce pont avait déjà été financé par Laurent Gbagbo. Le nouveau réveil, lui, dans sa titre, va nous dire ça faisait partie des 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique de Bédier. Mais l'information, le dénominateur commun, c'est que le pont est là, les Ivoiriens peuvent y circuler. C'est ça le point. Maintenant, pour revenir à mon point, désolé, je vais être un peu long. Non, vous allez être circoncis quand même. Mais c'est très circoncis, ne vous inquiétez pas. Allons-y. Le sujet est d'une importance capitale pour nos sociétés qui est hyper connectée. Les fake news. Elle a parlé d'état d'urgence. Mais moi, j'ai envie de dire même que c'est un problème de santé publique. Il faut l'adresser comme ça. C'est un problème de santé publique. Ces fausses informations-là qui, souvent déguisées, en vérité, circulent à la vitesse de la lumière. Ne nous cachons même pas. Les fake news, l'une des causes, c'est que d'abord, la première cause, c'est la manipulation. Certains le font à but lucratif. Manipuler l'opinion. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes de réseaux sociaux, en fait, il y a de la monétisation derrière. Et donc, quand le message est sensationnel et que tu vas dessus, automatiquement... Ça draine du trafic. Ça draine du trafic. Et quand tu ajoutes à cela les algorithmes des réseaux sociaux, plus un post est commenté, plus un post est partagé, plus il est positionné en trend. Donc, si c'est du faux, ça part dans tous les sens. L'autre chose, c'est qu'il y en a qui le font pour la manipulation politique. Et là, c'est là où il faut faire très attention dans nos États en Afrique. Et je pense que c'est là où ce colloque-là est très important. Parce que dans quelques temps, après la Côte d'Ivoire, il y aura peut-être le Mali, il y aura peut-être d'autres pays qui vont faire des élections. Il faut faire attention. Voilà. Et il y a la désinformation intentionnelle. C'est le cas à l'Ino Faso. Parce que ça rentre dans une guerre d'influence, dans une stratégie de propagande. Et pour moi... Et pour terminer, je vais terminer sur ça. L'émotion est la base de la prolifération de ce genre d'informations parce que ces infos sensationnalistes, en fait, jouent sur la peur, sur la colère et sur l'indignation. Rappelle-toi, le bébé, la décharge. À la décharge, l'embryon et autres. On dit 200 bébés. Donc, les gens sont indignés. On va sur ça. Donc, ne soyez pas trop émotifs. Prenez les informations avec beaucoup de recul. Je vais m'arrêter sur ça. En tout cas, pour ceux qui veulent de la formation, je suis prêt à en donner. Non, c'est pas C'était la pause. Voilà. Alors, Marius, comment on va terminer avec vous? Les fake news ont détruit des États, ont créé la guerre, détruit des vies, des familles, des personnes qui n'arrivent plus aujourd'hui à se reconstruire parce que simplement une information assez difficile a été communiquée sur eux. Comment on arrive, selon vous, Marius, aujourd'hui, en 2025, à l'aune de l'élection présidentielle d'octobre, comment on arrive en Côte d'Ivoire à se prémunir de ce fléau? L'État de Côte d'Ivoire se préoccupe des questions de fake news, tant au niveau donc, du ministère en charge donc, des TIC, mais surtout au niveau du ministère en charge de la communication. D'ailleurs, vous constaterez que l'État de Côte d'Ivoire implique de plus en plus les forces de l'ordre dans le système de tracking des fake news. Alors, les informations données de façon délibérée en vue de tromper l'opinion publique et surtout diffusées en masse. On le sait, et Daouda l'a dit, Aïcha l'avait d'abord évoqué. Mais quand on sait que ces informations affectent l'exercice même de la démocratie dans nos États, et ça met à mal l'unité nationale et la cohésion sociale, ça amène les pouvoirs publics à prendre des mesures drastiques. Et l'avènement de la DITT, la direction de l'information et des traces technologiques, qui a vu naître la PLCC, la police de lutte contre la cybercriminalité, atteste aisément de la volonté des pouvoirs publics ivoiriens de traquer, d'endiguer ce fléau, tant sur les réseaux sociaux que même dans les médias conventionnels. Et les textes de loi qui n'ont de sexe d'être améliorés, actualisés, confirment la volonté de l'État. Et pour ma part, et pour ce que nous savons, l'avènement de l'ANSSI, l'Agence nationale des systèmes
d'information qui est aujourd'hui dirigé par le directeur de la DITT, le colonel-major Gelpetchen Ouattara, qui a fait un travail fabuleux. Et ça, nous le disons parce que nous-mêmes, nous détenons des plateformes d'information qui drainent du monde. Et imaginez qu'un individu qui est sur une plateforme de 200 000 personnes, 300 000 personnes, poste une information qui malheureusement n'est pas vraie. Une information décousue, qui n'a aucune vérité, qui ne relève d'aucune vérité. Les partages. Mais n'oubliez pas que cette information sera partagée, donc relayée sur d'autres plateformes. Quand courent ceux justement qui relaient ces informations fake? À prison. Qu'est-ce qu'ils encourent? Est-ce qu'ils encourent la même peine que celui qui a diffusé l'information? Bien entendu. Okay. Rappelez-vous déjà sur l'article 173 du Code pénal. Que dit l'article 173 du Code pénal, pour ne même pas vous parler de la loi sur la cybercriminalité et tout ça. Mais l'article 173 dit ceci: la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de fausses nouvelles, c'est-à-dire de nouvelles forces, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers. C'est là qu'intervient la question sur le fait de désabuser l'honneur et la dignité des gens. Vous ne pouvez pas prendre un monsieur qui vit au Canada et puis venir balancer l'image de sa fille en le faisant passer pour un criminel. Oui, c'est pas normal. Très bien. Mais vous détruisez toute une famille. Et là, la loi punit justement de tels agissements par un emprisonnement allant d'1 à 3 ans et de 500 000 à 5 millions d'amendes. Ça, c'est le code pénal qui le dit. Pour les relayeurs aussi, c'est cela? Mais bien sûr, bien évidemment, si vous avez partagé et qu'une plainte découle justement de la diffusion, le partage en masse de cette information, mais vous pouvez être également interpellé par les agents de la PNCC. Très bien. Alors, il faut faire attention au partage, partager massivement, il faut faire attention à ce mot-là. On a Aïcha et on termine avec vous, Herman. Oui, et ça me permet de dire merci au doyen et merci à Daouda pour le plaidoyer. Et ça me permet de dire aussi qu'effectivement, les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Le sensationnel, effectivement, a plus de clics et le clic fait aujourd'hui de l'argent. Il y a une économie du digital qui existe réellement. Et quand vous parliez de partager, je pense aux groupes fermés, comme WhatsApp par exemple, où là on ne sait même pas qui régule. Mais même les groupes ouverts, même sur Telegram Facebook, aussi. On a reculé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les réseaux sociaux, c'est du business. C'est du business. Et même les gens qui se font de l'argent dessus, c'est parce qu'ils veulent gagner de l'argent, les clics, etc. Donc je veux dire que le rempart à tout ça, ça va être le sens moral, mais il faut que l'État aussi intervienne et sanctionne durement. Parce que je peux vous assurer qu'on évitera d'aller en prison. On évitera, donc, puisqu'on ne veut pas aller en prison, on évitera de diffuser des gens qui sont vivants alors qu'ils sont morts, etc. et l'inverse. Alors, Herman, avec vous, on regarde aussi le point de TikTok qui a été rétabli récemment par le président Donald Trump, mais qui avait été sanctionné aux États-Unis. Je pense que, enfin, ça dépend de leur cadre. Je pense qu'aux États-Unis, ils ont quand même d'autres mécanismes de surveillance de ces fake news-là. Je crois qu'il y a plusieurs agences nationales qui existent, qui travaillent là-dessus. Donc, c'est peut-être pour le sens moral de ce réseau social-là. Pour ça, je ne connais pas trop les raisons. Mais moi, je voulais revenir sur les conséquences des fake news. Ils ont parlé en haut de l'atteinte à la démocratie, et Marius l'a dit, le danger pour la santé publique, on l'a soulevé. Il y a aussi une certaine diminution de la confiance. On veut prendre, par exemple, la confiance même aux médias classiques. Aujourd'hui, à cause de l'usage que les gens font des réseaux sociaux et autres, cette facilité à balancer des informations qui ne soient pas forcément vérifiées, ça, aujourd'hui, ça a mis un peu sous le ténoir certains médias, notamment les médias classiques, traditionnels. Donc, il y a cela. Il y a aussi, en termes de solutions, il a parlé de renforcer la régulation. Donc, voilà. Mais moi, je pense qu'on ne pénalise pas assez. Le cas que je vous ai présenté, par exemple, elle a écopé juste de 3 mois. 3 mois de prison pour la gravité des faits tels qu'ils présentés. Je pense que cela n'encourage pas forcément et ça aide plutôt certains à vouloir continuer ces genres de faits. On termine avec vous, Daouda. Très rapidement, je voulais dire la question de TikTok aux États-Unis, la précision qu'il fallait apporter, ce n'était pas lié aux fake news, mais c'était lié à une question de données à caractère personnel entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, c'est un deuxième plaidoyer que j'aimerais faire parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. 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 Il y a un
à l'étranger, on a certains de nos compatriotes qui appellent à la haine, qui appellent à la guerre, qui appellent au meurtre en Côte d'Ivoire ici. C'est de dire à l'État de Côte d'Ivoire, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes. Il faut avoir le courage. Nos ambassades qui sont dans les différents pays, il faut que ces ambassades-là portent plainte contre ces personnes-là. S'ils doivent être extradés, qu'on les extrade. S'ils sont en situation d'asile, qu'on mette fin à leur asile, de sorte qu'ils viennent répondre de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas rester à 6000 km et appeler le feu de l'enfer sur son propre pays. Il y a des gens qui y vivent. Il y a des gens qui y travaillent. Il y a des gens qui vivent paisiblement. Il faut arrêter cela parce que la manipulation, ça en est un peu de trop. C'est ça mon plaidoyer. On termine avec vous, Marius. On a Oui, je voulais une juste minute. rappeler qu'en Côte d'Ivoire, les chiffres sont clairs au niveau de la DITT, et pour ne pas dire de l'ANSSI aujourd'hui. C'est 78% de la population ivoirienne qui a moins de 35 ans et qui est ultra connectée. Ce qui veut dire que la désinformation peut s'amplifier à ce niveau-là à mesure que les tensions sociopolitiques s'exacerberont. C'est pourquoi nous devrons amener les uns et les autres à comprendre que les polémiques qui agitent la scène politique ivoirienne sont des terreaux fertiles à l'intox. Et donc nos hommes politiques doivent en tenir compte dans leurs déclarations. Merci beaucoup. En seconde partie, nous parlerons des élections présidentielles qui auront lieu au Gabon. Ce sera le 12 avril et nous recevrons Emeline Djadja qui nous parlera de la deuxième saison du Talk de la mobilité pour la promotion de la sécurité routière. À tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas véritablement changé, sauf que nous a rejoint ici en studio Emeline Djadja. Bonsoir. Elle est là pour nous parler de la seconde saison du Talk de la mobilité pour la promotion de la sécurité routière. Merci d'être avec nous. Aïcha, Herman, Marius et Daouda sont aussi en notre compagnie. Avec eux, nous allons réagir sur la date de l'élection présidentielle au Gabon, fixée au 12 avril prochain. On se rappelle bien que c'était le 30 août 2023 que sonnait la fin du pouvoir Ali Bongo Ondimba. Alors, messieurs, on se plaint très souvent que les régimes militaires ne donnent pas de date ou ne respectent pas les dates données. Réaction sur cette date-là au Gabon. On sait qu'on a eu le changement de constitution. Un nouveau code électoral a été positionné qui permet aux militaires et aux magistrats d'être candidats. Aïcha Crépi, réaction. Pour moi, c'est un bon signal. Pour moi, c'est un très bon signal. On a une échéance électorale. Un changement de code électoral aussi, un code électoral qui a été instauré, c'est positif. Je pense que la personne en charge, donc M. Brice Oligui Nguema, est en quelque sorte en campagne. Quand on organise une élection, généralement c'est pour se présenter quand on est au pouvoir. Après, je pense que l'intérêt aussi de changer de régime et de s'être installé au pouvoir, pour le peuple, c'est de laisser aussi toutes les personnes qui veulent s'inscrire dans cette élection-là, pouvoir s'inscrire justement. Donc d'avoir une démocratie, pas parfaite, mais en tout cas, autant que faire se peut. Donc c'est une décision qui, je pense, est salutaire. Il faut la réaliser maintenant concrètement. On attend ces élections à venir, cette échéance-là. Et je pense que ça va être bien, intéressant à voir. Herman, et vous? Moi, je pense que Votre commentaire? le Gabon, ou bien pour dire le général Oligui, lui, il a beaucoup plus de chance. Pourquoi? Que les coups d'État qu'on a vus dans la zone AES. A beaucoup plus de chance parce qu'on sent que voici, c'est le seul chef de transition qui est venu là par coup d'État qui est, je veux dire, apprécié dans certaines capitales en Afrique. Ça veut dire quoi, apprécié Voilà, dans certaines capitales? à qui on déroule le tapis rouge depuis qu'il est là. Les chances qu'il a eues, IB, encore moins... Capitaine Ibrahim Traoré. Oui, capitaine Ibrahim Traoré. Avec, comment il s'appelle? Tiani. Général. Encore moins celui du Mali. N'ont pas Goïta. cette chance-là. Donc, on sent que dans le cas gabonais, il y a un accompagnement qui se fait. Donc, tout naturellement, on va vers son élection. On va vers ça. Moi, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être un génie ou bien un magicien. Officiellement candidat. Oui, mais lorsque le nouveau code électoral dit que et les magistrats et les chefs des militaires peuvent être candidats, mais c'est fait pour lui. C'est un article qui est taillé pour Oligui. Donc on va vers cela. On montre que tout se passe bien. Lui, il respecte les dates. Il a fait connaître une date
le 12 avril, mais c'est comme tout est porté pour que Olivier Nguema, d'ailleurs qui n'est même plus en tenue militaire, qui est très souvent en costume, beaucoup plus souvent en costume, il est en train de partir vers le palais de façon confirmée pour qu'on dise après qu'au Gabon, les gens ont respecté un calendrier, ils ont respecté que les autres là sont des mauvais élèves. Très bien. Daouda, votre point vis-à-vis de la date annoncée des élections présidentielles au Gabon. D'accord, merci. Avant de venir sur ce point, il est important de faire des précisions. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du fait que le tapis rouge a été déroulé à Oligui Nguema, mais il est important pour le conscient collectif d'informer les gens. Nous avons un rôle d'éducation et d'information. Allez-y. Pierre Damimba a été reçu sur tapis rouge à Abidjan ici. Il est membre de la CEDEAO. Assimi Goïta. Damimba, on rappelle le pays, c'était qu'on appelle ça, celui qui avait pris le pouvoir au Burkina. Oui. Assimi Goïta, lorsqu'il était dans, comment on appelle ça, dans l'autre coup d'État, avant que lui-même ne vienne au pouvoir, a été reçu du Mali, a été reçu en Côte d'Ivoire ici. Le président de la République lui a même donné, lui a envoyé une invitation de sorte à ce qu'il vienne en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas venu. Il est important de le préciser aux uns et aux autres. La deuxième précision qu'il faut faire, c'est qu'il y a la CEMAC et il y a la CEDEAO. Donc la CEDEAO et la CEMAC n'ont pas le même mode de fonctionnement. Ne pas le dire, c'est faire un peu preuve, c'est pas totalement honnête. Il faut dire les choses clairement. Quand j'ai fini de faire... de l'UA, non? De l'Union africaine? Mais ce n'est pas l'Union africaine qui gère le problème. D'accord. La question des putsch est sous-régionale. Tout à fait. Donc la question du Mali, du Burkina et du Niger, c'est géré par la CEDEAO. Ce n'est pas une question de l'UA. Très bien. Quand j'ai fini de faire cette précision, il est important maintenant de revenir sur les faits. J'ai toujours tenu en oreille tous ceux qui viennent au pouvoir par les armes. Mais néanmoins, je vois qu'au niveau du Gabon, il y a comme une forme de volonté d'aller à une transition. Une transition. Une transition. Oui, pour passer le pouvoir à un pouvoir civil. Au moins, il y a des dates qui ont été données. Je reste très sceptique parce que je sais qu'au Burkina, on nous a donné une date, elle n'a jamais été respectée. Au Mali, des dates nous ont été données, ça n'a jamais été respecté. Vous pensez qu'au Gabon, ce sera... Donc, jusqu'à ce que la date fatidique arrive, pour que les élections se tiennent, moi, je reste très sceptique. Mais j'encourage Brice Oligui Nguema à pouvoir continuer dans ce processus-là, qu'il soit candidat ou pas. Même si Roch Kaboré, comment on appelle ça, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou Tiani veulent être candidats, au moins qu'ils déclarent leurs intentions et en fonction de ça, ils seront traités en fonction. Marius, comment on termine avec vous? Nous avons un invité, donc on ne va pas créer un débat, messieurs, je vous en prie. Allons-y, Marius, sur votre point. Au Gabon, 12 avril, date de l'élection présidentielle. Je rappelle que le code électoral dit que les magistrats et les militaires peuvent également postuler au plus haut poste du pays. Alors pour moi, qu'on vienne au pouvoir par un coup d'État, que ce soit dans une zone de l'Afrique de l'Ouest et dans une zone de l'Afrique centrale, c'est toujours le même coup d'État. Un coup d'État est un coup d'État. Et quiconque fait un coup d'État pour advenir au pouvoir devrait avoir les mêmes sanctions, devrait être jugé comme cela se fait avec les autres. Il n'y a pas de coup d'État qui est acceptable et de coup d'État qui n'est pas acceptable. Un coup d'État reste un coup d'État. Cela dit, les nouvelles dispositions du code électoral au Gabon qui donnent la possibilité à des magistrats et à des militaires d'être éligibles, pour moi, constitue un sérieux problème quand on sait que dans nos États, il revient justement aux forces de l'ordre d'assurer la sécurisation des élections. Alors, un militaire de surcroît, chef d'État, général de brigade, qui déjà est chef d'État par un coup d'État, il est arrivé au pouvoir et il est maintenant... Le code électoral, bien que cela ait été voté par un référendum, et on sait comment les... Une commission, c'est plutôt... Par une commission plutôt, et puis l'Assemblée nationale qui l'a légiféré ainsi. Donc, quoi qu'il en soit, un général au pouvoir par coup d'État, qui lui-même est candidat à... Bon, même s'il ne s'est pas encore déclaré, on le sait très bien, Herman l'a dit, cette constitution a été cousue. Et puis, en dehors de lui, qui est militaire, on permet à des magistrats d'être candidats. Mais qui certifie justement les élections? C'est le Conseil constitutionnel, mais c'est les hauts magistrats de la République.
Donc, un des leurs qui est candidat, il va sans dire qu'on lui tend la perche. Pour l'instant, Donc, on n'en sait rien. oui, bon, cela dit, quoi qu'il en soit, nous souhaitons que les élections au Gabon se passent dans le calme et que le vainqueur, qu'il soit militaire ou magistrat, au regard des textes de loi, gagne dans l'intérêt supérieur du peuple gabonais pour son développement. Merci, messieurs. Alors, nous allons maintenant parler de mobilité, mais c'est clair que ce sujet reviendra, puisqu'on ira allègrement vers le 12 avril et on pourra donc s'étendre. Emeline Djadja, encore bonsoir et merci d'être là. Vous initiez la 2e saison du Talk de la mobilité pour la promotion de la sécurité routière. Pourquoi une telle initiative? Alors, bonsoir tout le monde. Merci Christelle. Un plaisir. Alors, la mobilité urbaine est une question, je dirais, transversale qui porte sur l'intérêt général de la population. Donc, intérêt public. Et il nous importait de mettre un regard, de jeter un regard sur ce secteur-là qui est peu exploité au niveau des médias, qui est peu exploité, je dirais même de façon générale, qui n'est pas très connu. Pourtant, c'est un secteur déjà pourvoyeur de devises, pourvoyeur d'emplois. C'est un secteur qui est très prisé, c'est un secteur qui nous concerne tous, puisque le matin, on se lève pour aller au travail, on se lève pour aller au marché, on se lève pour faire nos courses et tout. On utilise des moyens de déplacement et ces moyens de déplacement sont encadrés par un ministère. Ces moyens de déplacement aussi, les déplacements se font sur des, je dirais, sur des voies, sur des routes qui sont aussi encadrées aussi par l'État, donc par l'État dans son rôle régalien. Il nous importait donc de mettre, on va dire, de mettre ce secteur-là sous le feu de la rampe. Et dans ce sens-là, pour en faire la promotion, nous avons conçu un magazine qui parle justement de ce secteur-là. Mais à côté de ces moyens de déplacement, de la manière dont les populations en masse se déplacent, à côté de cela, il y a un gros inconvénient qui est celui des accidents de la circulation, dont le taux ne cesse de grossir. Il fallait donc en face engager une campagne de sensibilisation. Et cette campagne de sensibilisation, nous l'avons engagée à 2 niveaux. D'abord, au niveau de cet événement que nous avons dénommé le Talk de la mobilité, parce que c'est un espace qui reçoit, dans un cadre très décontracté, qui reçoit un haut cadre de l'administration, accompagné éventuellement des élus de la région concernée, pour échanger de façon conviviale mais ferme sur un sujet lié justement à cet important, je dirais, fléau. Aujourd'hui, je dirais que c'est un fléau parce que le taux d'accident de la circulation ne cesse de grimper. On reviendra sur les taux avec vous. Commençons donc le question. Herman, vous commencez, ensuite Aïcha. Ma première question, c'est pour demander à Mme Emeline Djadja, que répondez-vous finalement à ceux qui estiment que la question de la mobilité à Abidjan est liée à la croissance démographique et que la solution finalement, c'est de pouvoir décongestionner la ville d'Abidjan, par exemple, en déplaçant, en rendant effectif le transfert de la capitale, par exemple, à Yamoussoukro, qui est une solution parmi tant d'autres. Que répondez-vous à cela? J'ai envie de dire que je n'ai pas de réponse à donner à cela, parce qu'il y va d'une politique générale, une politique stratégique qui a été conçue, validée par nos dirigeants. Et je pense que cette décision, cette décongestion, je parlerai de décongestion de la capitale, du transfert de la capitale. Je pense que cette décision est très importante. Avant de la prendre, il y a certainement eu des mesures en amont qui ont été prises, il y a des enquêtes qui ont été faites, il y a certainement l'opinion qui a été, en plus d'un constat qui est général, qui est frappant, il y a certainement eu un travail en amont qui a été fait. Bien. Et tout ce que ça génère, parce que ça a un coût aussi, de transférer la capitale d'Abidjan à une autre localité, ça a un coût. Donc tout ce que ça génère comme coût, il faut bien peser le pour et le contre avant de lancer. Donc là-dessus, j'ai pas... C'est une décision étatique, forcément il y a des inconvénients et des avantages. Et l'essentiel pour nous étant que les populations puissent vaquer à leurs occupations dans un cadre serein. Voilà. Bien. Aïcha, question. Oui, bonsoir madame. Vous avez parlé de campagnes de sensibilisation, il me semble. Est-ce qu'elles sont destinées au grand public? À qui elles sont destinées? Et puis, qu'est-ce qu'elles contiennent concrètement? Comment est-ce que vous faites campagne pour sensibiliser? Merci pour la question qui me ramène au cœur du talk de la mobilité, donc cet événement sous forme d'afterwork.
Alors, c'est un événement que nous organisons, comme je l'ai dit, en général, on le fait dans les showrooms de concessionnaires. D'accord. Pourquoi showroom de concessionnaires? Parce que c'est une occasion aussi de les mettre en exergue. Parce que pour la majorité des causes des accidents, c'est la voiture. Donc, nous allons, après la voiture, on a les motos. Bon, on me dira aussi qu'il y a les piétons, mais ce sont les deux engins roulants qui sont le plus identifiés en termes de causes d'accidents de la circulation. Et donc, nous allons justement dans ces showrooms-là pour montrer, enfin, nous allons au cœur, je dirais, au cœur de là où ces engins-là sont vendus. Pas forcément fabriqués, mais certainement montés. Nous allons donc à ces endroits-là échanger justement avec nos invités, y compris les responsables du showroom qui reçoivent l'activité. Voilà un peu. Donc en termes de contenu, nous avons, on a quoi? On a des échanges, c'est vrai, pour le volet scientifique, mais en même temps, on a un aspect culturel. On a un aspect culturel qui met en exergue la cuisine, aussi les tenues vestimentaires du pays invité d'honneur d'abord. OK. Voilà, parce que là, par exemple, l'édition de la saison précédente, c'était le Sénégal. Et la Donc, deuxième édition? La deuxième édition, là, nous sommes en train de partir en Tunisie. OK. Nous partons en Tunisie. Très bien. On va Écoute, découvrir la Tunisie et certainement après la République démocratique du Congo. Très bien. Daouda, question? À vous entendre, madame, on a l'impression qu'il y a comme une forme d'itinérance dans la démarche. Maintenant, s'il n'y a pas l'itinérance, est-ce que vous y pensez? Parce que là, je vous ai entendu dire que vous partez sur les concessionnaires pour faire vos talks. Est-ce que dans le projet, on va aller à Boaké, à San Pedro? Parce que la mobilité, ça concerne tout le monde, quoi, en fait. Alors, je vous remercie particulièrement pour cette question. C'est l'occasion pour moi de, pas d'interpeller, mais de sensibiliser les maires des localités que nous avons contactés. Nous avons adressé une invitation au maire de Yamoussoukro. Je passerai sur la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, je dirais que nous sommes à l'attente de sa réponse. Parce que je sais qu'il est intéressé par cette question-là, qui, après Abidjan, Yamoussoukro, c'est quand même l'autre capitale. Donc forcément, il aura une réponse très positive. À vous donner. Voilà, à nous donner. Et pour Yamoussoukro, le site qui a été retenu, si je peux me permettre, c'est un établissement public voilà, qui s'est proposé spontanément de recevoir l'activité parce que pour le moment, on n'a pas un vrai showroom au niveau de Yamoussoukro. Donc ce sera l'occasion pour les concessionnaires de penser à faire quelque chose de ce côté-là, quelque chose de vrai de ce côté-là. Donc, après Yamoussoukro, nous avons aussi contacté Korogo. Korogo, il faut dire que le TOC de la mobilité est un événement qui a été tout de suite soutenu par le ministre de la Communication, que je tiens à remercier ici, M. Amadou Koulibaly. Il n'a pas hésité à vous dire Il n'a pas hésité à nous accompagner, mais vraiment comme il le pouvait. Et nous tenons à le saluer ici. On a aussi eu naturellement l'accompagnement de la tutelle, qui est le ministre Amadou Koné, dont nous attendons aussi quelque chose, espérons que d'un moment à l'autre, nos téléphones sonneront pour entendre la nouvelle de l'audience, afin de lui présenter voilà, tout ce qui a été fait jusque-là. Marie, je pense qu'on termine avec vous cet entretien avec Emeline Djadja. Vous faites bien dès lors que nous parlons donc de mobilité urbaine et donc de sécurité routière. Voilà, de sécurité routière. Vous n'ignorez pas du tout qu'en Côte d'Ivoire, l'incivisme, mais également l'intolérance sont les causes de la majeure partie de nos accidents. Il y a des textes de loi qui sont pris par nos gouvernants qui interdisent par exemple de téléphoner au volant, de ne pas fumer dans les lieux publics. Bref, les Ivoiriens ne respectent vraiment rien. Alors, comment comptez-vous les amener à travers le TOC de la mobilité, les amener donc à respecter le code de la route et à avoir surtout un sens élevé du civisme et de la tolérance lorsqu'ils sont au volant de leur véhicule? Alors, je l'ai dit tantôt, notre activité, notre événement vient en complément des actions menées par le gouvernement. Et là-dessus, il faut saluer déjà les instances de la police routière, initiées par le ministre des Transports. Il faut saluer toutes les mesures déjà prises avec... Vous êtes en contact avec l'OSER? Oui, justement, l'OSER est partenaire. J'ai cité le ministère des Transports, mais c'est à travers ces structures satellites. Nous avons l'AMUGA, nous avons l'ARTI, nous avons l'OSER. Ce sont des partenaires de notre événement, des partenaires naturels de notre événement. À chaque fois qu'il y a une programmation, ils ne manquent pas d'être présents. Dans les panels, même les stands, enfin, ils sont présents. Il faut encourager et puis espérer que ça aille en s'améliorant.
Donc, alors, comment est-ce que Pour concrètement on terminer, compte voilà. le faire? On continue notre sensibilisation à travers notre événement. On a dit qu'on irait vers les localités de l'intérieur. J'ai parlé de Yamoussoukro, j'ai parlé de Korogo. Il y a aussi même Boaké, qui est chez le ministre des Transports, Transport, ouais. où justement le démembrement de notre organisation, il y a le magazine, il y a le TOC, mais il y a aussi le regroupement des femmes du secteur de la mobilité. Et là, c'est un think tank qu'on a appelé Femmes en mobilité Côte d'Ivoire. Très bien. Et chaque année, à l'occasion de la fête des mères, nous organisons un événement. Et le prochain pour 2025, ce sera justement à Boaké. Merci beaucoup, Emeline Djadja. Vous étiez là sur ce plateau et bravo Merci. pour vos actions. Vous Merci. étiez là pour nous parler de la deuxième saison du Talk de la mobilité pour la promotion de la sécurité routière. Au-delà de Yamoussoukro, Korogo, Boaké, toutes les villes, Toutes de les Côte villes. d'Ivoire devraient se sentir concernées. Dabou aussi qui est sur la liste. Ouais, par exemple. Et à ce propos, je tenais à remercier fortement le ministre délégué au sport et au cadre de vie, M. Silas Bech, qui aussi qui nous accompagne aussi dans le déroulement de cette activité qui, pour la majorité en tout cas des membres du gouvernement, des ambassades, des concessionnaires, en tout cas des partenaires privés et publics que nous rencontrons, obtient l'adhésion de tout Très ce bien. monde-là. On a maintenant besoin que la presse aussi, que les médias locaux Prennent le nous relais. soutiennent, prennent bien. le relais pour que ce soit bien vu et que ça participe justement à répondre parfaitement à la question de Marius. Marius, Merci qui est la beaucoup. sensibilisation de masse. Merci Emeline, merci chers amis Daouda, Herman, Aïcha, merci aux équipes rédactionnelles qui ont travaillé d'arrache-pied à conduire justement par écrit tout ce que nous avons eu à dire ici sur ce plateau. Merci aux réalisateurs IB, aux techniciens, aux cadreurs, au son, à la régie finale, au nodal, enfin bref, à la team, à toutes ces équipes invisibles que vous ne voyez pas, mais qui sont là tous les jours pour faire en sorte que le Grand Talk puisse apparaître sous vos petits écrans. Merci également au directeur des programmes, le DP Guy Savoyan, merci. On se retrouve donc lundi, chers amis. Passez un excellent week-end et merci également à Yacine Toussou. Voilà. On se retrouve lundi par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. Bonsoir.